Voilà, donc le live va commencer dans quelques minutes. Je vais demander la connexion à Fiona du Champagne Jacques Picard. Alors, Michel Marat-Sommelier, bonjour. Alors, j'attends donc Fiona, je ne sais pas si elle est déjà en ligne ou pas. Rodolphe Coster, bonjour, qui est sorti de sa petite voiture blanche, je crois. Champagne Jacques Picard, voilà. Bonsoir Rodolphe. Une Fiat 500. Ça rappelle des souvenirs, notamment le klaxon, je crois, qui est assez collector hein, sur cette voiture. Véronique, Invino Creatis, bonjour. Ah ben voilà. Donc on attend en Toscane. Oh là là, magnifique. Magnifique. Alors, alors je suis en attente du champagne Jacques Picard. J'essaie de reconnecter. Voilà, je pense que ça va être diffusé en direct. Donc Fiona, je viens d'envoyer l'invitation. En principe, ça devrait se connecter directement. Voilà. Ouais, il nous reste encore 2 minutes hein, avant de commencer, 2-3 minutes. Alors, je vais réessayer. Je vais essayer de reconnecter Champagne Jacques Picard. Voilà. Bonjour Fiona. Bonjour à tous. Alors, bonsoir Fiona, est-ce que tu peux parler, voir si on t'entend bien? Oui, Ah ben magnifique. parfait. Pour ma part, je t'entends bien, donc c'est parfait. J'essaie de D'accord. rester, voilà. Ok, j'essaie de descendre un petit peu. Je vais devoir éviter. C'est bon de ton côté? Oui, tout va bien. Tout va bien? Ok, donc nous avons quelques personnes qui nous ont déjà rejoints. Je vous remercie à elles d'être présentes ce soir pour un nouvel live Instagram. C'est notre troisième live. Hein. Voilà, donc de vignerons indépendants de Champagne. Alors avant de laisser la parole à Fiona pour présenter son domaine, très brièvement, je veux juste rappeler ce qu'est un vigneron indépendant en Champagne, dont vous connaissez certainement si vous êtes amateur de vin, donc la Fédération nationale des vignerons indépendants, que l'on voit notamment par le petit logo du vigneron qui porte son fût. Hein. Si vous êtes amateur de vin, vous avez déjà brigué les allées des salons des vignerons indépendants. Donc en Champagne, il y a une fédération qui est régionale, qui regroupe à peu près 400 vignerons, voilà, dont l'adage est de promouvoir bien sûr la gamme de champagne réalisée à partir de leurs propres vignes et de leur propre vinification. Voilà. Voilà, on va attendre que d'autres personnes arrivent. Rémi Sandy nous a rejoint. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors, Fiona, au fur et à mesure, je vais peut-être faire des coucous comme ça, Oui, pas de par problème. rapport aux personnes qui vont se connecter. Hein. Ok, bah écoute, je te propose de nous dire un peu qui tu es, de nous donner des informations sur le champagne Jacques Picard, situé à Berru, donc dans la montagne de Reims. Hein. C'est Mais ça. nous le verrons ensemble que Berru est un site éminemment historique, éminemment géologique et éminemment viticole. Donc c'est ce que nous allons découvrir au sein de ce live ce soir.
Fiona, c'est à toi. Ok. Fiona. Donc en fait, j'ai rejoint le domaine familial très récemment, l'année dernière. Donc c'est un domaine qui a été créé par Roger Picard, mon arrière-grand-père, et son fils Jacques Picard. Donc nous sommes situés à Béru, donc c'est à 9 km à l'est de Reims. En fait, nous sommes donc vignerons indépendants, donc nous travaillons, nous faisons donc le champagne de A à Z. Nous travaillons les trois cépages, majoritairement le chardonnay, hein, c'est le fil conducteur dans nos champagnes, et sur trois terroirs différents, donc principalement en Béru, et nous avons aussi quelques parcelles à Montbré et à Avenay-Val d'Or. Voilà, donc on est situé sur le mont de Béru, donc c'est une butte témoin du plateau du Tardenois. Donc en fait c'est un mont qui culmine à 273 mètres. Donc en haut on a un massif forestier et puis sur les versants sur les pas de versants on a la vigne. Et donc ce mont culmine, il surplombe la plaine crayeuse en fait. Donc c'est la Vesle qui a érodé les sols et qui a mis en avant du coup cette butte qui est détachée de la côte de l'Île-de-France. Ok. Alors, on reparlera terroir peut-être juste après. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire familiale, s'il te plaît? Oui. Mon grand-père a créé, deux personnes ont élaboré, il a planté en premier, du coup, avec un autre vigneron, les premiers plants de vigne à Béru. Et donc a participé à la création de la coopérative de Béru. Et quelques années après, il a décidé de prendre son indépendance et de faire son propre champagne. Et donc ensuite, ses deux filles, Corinne et Sylvie, ont rejoint le domaine et travaillent sur l'exploitation avec mon oncle José. Et donc moi, tout récemment. Donc nous exploitons un domaine de à peu près 16 hectares. Bonjour Anaïs. Giovanna. Bonjour. Ensuite, je ne sais pas, pardon. Alors, par exemple, dans le domaine de 7 hectares, le cépagement du domaine, quand vous êtes un peu répartis sur 3 crues. Oui, majoritairement du chardonnay, donc on est à 64% de chardonnay et on a 5% de pinot noir, le reste en meunier. Ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ce que vous faites dans les vignes? Quelle est votre actualité actuellement? Je crois qu'elle est assez riche. Oui, en effet. En fait, là, il y a beaucoup de travail au niveau dans les vignes, donc au niveau remontage des fils et palissage. Et aussi, on travaille, en fait, on essime également. On travaille aussi le sol, j'ai oublié de dire, pardon. Et j'ai oublié de préciser qu'en fait, on est en deuxième année de conversion en agriculture biologique. Donc, en fait, depuis 1999, on travaille avec une viticulture raisonnée. Et depuis 2013-2014, nous avons réalisé des essais pour rejoindre les pratiques de l'agriculture biologique. Et si on faisait du champagne dans les réseaux d'optique, revoilà comment. J'allais dire une bêtise en meublant, tout simplement. Ah, d'accord. C'est bon, j'ai du réseau là. Alors, j'avais dit simplement que si on mettait du champagne à la place des réseaux d'optique, on aura peut-être des meilleures connexions dans nos villages champenois. C'est vrai. Ok. Je te propose juste d'aller peut-être un peu plus loin sur Béru. Oui. Je parlais effectivement d'un intérêt historique.
On oublie que Beru, donc situé juste vraiment à l'est de Reims, était une base avancée, entre guillemets, hein, pour la guerre en 14-18. Donc c'est ce qu'on appelait le réseau de défense serré de rivière. Donc toute une série de entre guillemets de forts, hein, et qui sont encore la propriété de l'armée à Beru, je crois, hein. On a le fort de la Pampelle, celui de Beru un peu moins connu, hein, mais a participé tout autant, hein, au combat. Et d'ailleurs, je crois que Beru a été entièrement reconstruite en 1920. Donc quand on pense à ça, on pense aussi au vignoble, qui est peut-être mis un peu plus de temps aussi à être construit, hein, dans le secteur. Alors Beru a également un intérêt qui est géologique, puisque je ne sais pas si vous le saviez, mais si vous veniez vous balader sur un littoral qui à l'époque était au niveau de Reims et de Beru, eh bien on avait un petit îlot qui était au niveau donc du mont de Beru, hein, et sur lesquels sont venus s'amuser, vivre et mourir des vertébrés. Donc beaucoup de recherches ont été effectuées sur le mont de Beru, et à l'époque en fait on considère, il faudra faire des recherches un peu plus poussées, hein, mais on considère que Beru en fait était traversé par un fleuve d'est en ouest, un fleuve qui se jetait dans une mer, hein, qui était juste à l'ouest du mont de Beru, dans une mer qui était peu profonde. Et donc, à cette époque-là, nous sommes au Tannétien, donc après que la crête soit déposée, hein, et érodée fortement. Donc, une mer tannétienne est venue donc amener des sables très très fins à l'est de Beru. Et d'ailleurs, les monticules de craie qui sont à l'entrée du village, hein, qui portent le vignoble, juste au sommet, on retrouve un petit peu de sable comme ça. Et tout à l'heure, nous dégusterons une cuvée d'une parcelle qui s'appelle les Bigny, située en contrebas d'un mont de craie, justement, qui s'appelle la côte des Morilleux. Et les Morilleux, en ancien patois, ça veut dire cerise aigre. Donc visiblement, on cultivait la cerise dans ce secteur-là, et justement sur le sable. C'est ce qui est intéressant. Ensuite, la mer se retire, on a le fleuve qui devient important, qui se jette plus ou moins dans cet estuaire, et donc on va avoir des mélanges d'eau douce et d'eau salée qui vont convenir à certains vertébrés. Et les recherches archéologiques qui ont été menées il y a déjà de très nombreuses années, hein, ont révélé à la fois des restes de tortues. Alors j'ai même les noms, hein. Ça peut donner l'idée à des futurs noms de cuvées, ça par exemple, hein. Oui, c'est vrai, Par même des exemple, pour la crocodiles. tortue, elle s'appelle Trionyx. C'est Ouais, sympa. ouais, On a trouvé des mâchoires de crocodiliens qui s'appelaient Champzosaures. Champzosaures, peut-être déjà en prémisse du nom champagne. Et on a trouvé notamment un bec d'un oiseau géant qui s'appelait Gastornis, et également les restes d'un petit singe, hein, qui s'appelait Plésiadiapis. Voilà, j'espère que je n'ai pas écorché trop leur nom. Donc, comme quoi, il y avait sur ce petit îlot, entre guillemets, de bonheur, de plaisir, sous un climat tropical, on avait quand même une jolie vie. Et aujourd'hui, on a encore ces traces, hein, entre guillemets, de vie. Et je trouve ça formidable, hein, que juste au littoral, on trouve aujourd'hui, juste à côté du vignoble, ces restes qui datent quand même de 50 millions d'années, hein. oui. Donc, je trouve ça absolument formidable. Donc voilà, donc Beru, un intérêt historique parce que Beru a défendu quand même Reims et la Champagne. Beru parce qu'on a également des restes donc de vertébrés, et certains sont uniques au monde, comme l'oiseau géant notamment. Il faut considérer que Beru à l'époque était à peu près situé comme l'Australie du Nord. Vous voyez. Donc en fait, quand vous venez à Beru, ben, vous voyagez quand même de manière assez exceptionnelle, hein. Donc venez à Beru, je pense qu'aujourd'hui il fait beau en plus, hein, comme beaucoup de journées en Champagne actuellement. Voilà. Alors, ben, est-ce que tu veux justement nous parler un peu de la gamme de champagne que vous élaborez? Parce que je crois que vous avez quand même pas mal de champagne, hein. Oui, j'ai essayé d'en mettre un peu derrière. Du coup, donc on a le brut, donc majoritairement sur le chardonnay, donc on est à 60% de chardonnay. Ensuite, on propose un blanc de blanc, 100% chardonnay.
une cuvée qui s'appelle donc le réserve, donc avec un vieillissement plus long sur lit et avec une majorité de chardonnay par rapport au brut. Mhm. Donc majoritairement nos vins sont dosés en brut et puis on a des cuvées plus on va dire prestige, nous sommes en extra brut. On propose un rosé donc qui est élaboré à partir de 90% de chardonnay et puis des cuvées donc une cuvée on est en prestige un prestige sur l'année 2008 donc vinifié et élevé en cuve inox et donc on travaille ici sur des vieilles vignes et ensuite, après, en fait, on a une gamme de parcellaires donc, qui sont élaborés majoritairement donc, en fût. Donc, on a une trentaine de fûts avec différentes d'âges de fûts et différentes origines de bois. Ah, ça fait une belle batterie, ça, hein? Oui, c'est Ah ça. ouais. Et en fait, on travaille à partir de la vendange, donc forcément, on travaille en parcellaire et on tient à garder nos cuvées en parcellaire pour avoir pour garder l'identité du terroir, de chaque parcelle, et pour pouvoir la mettre en avant après dans nos champagnes. Et aussi, ça nous permet d'avoir une large palette de possibilités lors de la réalisation des assemblages. D'accord. Donc, oui, on a 3-4 cuvées parcellaires actuellement et depuis récemment un coteau champenois blanc. Voilà, je pense que les coteaux champenois blancs se réactivent, entre guillemets, et je pense que c'est plutôt bien pour la Champagne, parce que ça montre aussi que l'étape intermédiaire, qui est l'étape des vins clairs, où quelquefois seulement quelques personnes ont l'occasion de les déguster, ça Mhm. permet de valoriser aussi le travail du vigneron en montrant qu'il sait élaborer de jolis vins blancs tranquilles. Et ça, on l'a un peu oublié, hein. Et Oui. des vignerons comme toi, entre guillemets, des vignerons et vigneronnes à remettre ce produit au goût du jour, et c'est plutôt bien. Ouais. Je rappelle qu'on est en direct live avec Fiona du Champagne Jacques Picard, situé à Berru, donc dans la région montagne de Reims, hein. Donc vraiment à quelques kilomètres à l'est de Reims. Et donc nous évoquons effectivement une gamme assez riche, hein, assez complémentaire, qui s'est en plus complémentée de cuvées parcellaires. Je crois que tu as les champs renards Oui, c'est ça. notamment, Oui, et bah, en puis fait, le fameux béni que nous allons déguster. avec plaisir. Donc les bénis, je tiens quand même à montrer quand même la bouteille et la formidable innovation, notamment en termes de packaging et de marketing. Oui. Voilà, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. On croit qu'il y a beaucoup d'informations, mais en fait, ce sont des informations qui sont essentielles et qui sont pertinentes. Et alors moi, je vois Tonellerie Chassin Oui, c'est ça. pour cette cuvée. Alors je te laisse un peu introduire cette cuvée et nous donner quelques petits secrets d'élaboration. D'accord. Bon, alors, c'est pas moi qui l'ai élaboré, hein, c'est ma famille, hein, Oui, oui, mais vu que je suis arrivée que l'année dernière. Donc, la cuvée Les Bénis, donc, notre première cuvée parcellaire sans sulfite. Donc, on est sur du 100% chardonnay, issu de la parcelle Les Bénis à Berru. Donc, en fait, le chardonnay a été vinifié et élevé en fût chassin. Donc du coup de la vendange jusque février. Donc en fait c'est aussi une innovation de notre côté pour le côté sans sulfite, hein, parce que c'est aussi dans une démarche de diminution des intrants comme on le fait au niveau de la vigne, on a voulu le faire aussi au niveau de la vinification. Après, ça a été c'est assez étonnant au niveau de la révélation. En fait, le travail sans sulfite, en tout cas pour cette cuvée-là, on a retrouvé que il y avait un plus, une plus grande expression du fruité dans les vins avec la vinification sans sulfite et une bonne intégration aussi du bois dans la cuvée. mhm. Euh, Le donc, rucher de Canaille nous a rejoint, Laura Guérin également. Bonjour à tous. bonjour.
Donc en fait, donc le bois est d'origine donc l'Orléanais Mhm. et on est sur une cuvée sans dosage, donc extra brut, pardon. Donc, c'est quoi? C'est une seule récolte? Oui, Oui. 2015. On est sur D'accord. 2015. Donc, effectivement, lorsque vous voyez date de mise en bouteille, donc le tirage 2016, on Oui, s'attend à avoir une base ou tout du moins tout au parti de récolte de l'année précédente. oui. Mais en fait, bah, après on a travaillé, comment dire, on n'a pas intégré de vin de réserve tout simplement parce que bon, c'était une vinification sans sulfite, c'était notre première, on va dire notre première premier essai. Et donc, en fait, après, on a mis en bouteille, en fait. On n'a pas fait vieillir les vins sans D'accord. sulfite. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à Beru, on est quand même sur des terrains qui sont très crayeux et Mhm. avec des craies qui sont très pures, hein, très franches, euh, qui s'effritent assez facilement également, qui donnent beaucoup de calcaire actif et Mhm. qui permettent également de- d'orienter une certaine réduction dans les vins. Moi, c'est ce que j'appelle la réduction minérale. Donc, c'est-à-dire que ce sont des vins généralement qui se referment un tout petit peu, mais qui permettent justement d'avoir un joli potentiel de maturation et d'évolution dans la bouteille. Mhm. Et ça, on le remarque dans quelques terrains crayeux comme ça en Champagne. Et justement, le fait de travailler en fût et avec une intelligence de jouer sur les lits permet à la fois de les tenir dans le temps et à la fois d'apporter une certaine respiration. Et ça fait du bien justement pour l'aspect fruité, hein. Et donc pour un plaisir un peu plus facile, entre guillemets. Mais c'est ça qui est tout à fait intéressant dans la démarche de déguster ces vins-là, c'est comment le sans soufre, entre guillemets, permet justement au vin à la fois de respirer et à la fois de garder de la tension et de la précision et surtout un joli potentiel d'évolution. Même si on sait qu'on a du mal à garder le champagne chez soi, c'est sûr. Ah, puisqu'on le boit, donc, bien évidemment. En effet. Ok, bah, je te propose d'ouvrir la bouteille. Oui, après, c'est un tirage, on va dire, limité. On a uniquement 500 bouteilles. Et donc, le dégorgement a eu lieu en octobre 2019. Voilà, donc, Il y a eu un vraiment long vieillissement voilà. en bouteille. Hop, Donc, voilà. On fait bien notre petit tour du musée. j'ai déjà ouvert la bouteille. Alors, si vous n'avez pas forcément ce champagne avec vous, hein, n'hésitez pas à sortir une bouteille de vin, une bouteille de champagne pour profiter de l'événement. Bonjour Anna. Alors, j'aime bien parce que dans le Vaucluse, mauvaise connexion. Alors ça, c'est mon ami Dominique Buffet, qui est un joli connaisseur de vin et comme moi, un amoureux des cailloux, hein. Reversement, moi, j'ai déjà une très belle mousse, hein. Je ne sais pas si vous le voyez. Ouais. Alors, c'est pas forcément dû à mon verre, hein, mais je pense que c'est dû à jolie présence de manoprotéines, hein, qui tiennent la bulle lors de leur ascension et qui permettent d'avoir des mousses un peu plus stables, même si on n'est pas sur de la bière, hein, bien évidemment. On est sur du raisin quand même. Pas la même mousse, hein. Bon, voilà. Bah, Fiona, est-ce que tu veux dire deux, trois mots sur le vin, puis on va essayer de jouer ensemble, entre guillemets, la dégustation. D'accord. Donc, on est dans un premier temps, on a des arômes de fruits, de fleurs blanches, de pamplemousse. On a Ouais, de on est sur ce côté un bière. peu. Ouais, moi je suis un peu sur le côté effectivement assez brume zestée, puis également le côté fleur. Oui, J'ai même un côté, tu sais, bouton d'or, oui, des d'accord. petites fleurs un peu gourmandes comme ça. Ça, c'est prémisse d'aubépine, hein, ça. En Bon, fait, on a un petit. avec Hmm. les baies, ce qui est assez étonnant, c'est que, en fait, enfin, on a un bouquet aromatique qui évolue au fil de la dégustation dans le verre, et on a un vin ouais, qui raconte une histoire, en fait. Oui, tout à fait. Alors moi, effectivement, bon, les chardonnays de 2015, hein, sont des chardonnays qui sont quand même assez mûrs, hein. Mais on voit, pardon,
on voit la maturité également au sein d'une robe qui est quand même d'un jaune, d'un jaune très soutenu, hein. Oui. Justement, on est un peu bout en dehors, avec des jolis reflets un peu jaune citron qui sont signés un peu de fraîcheur et de profondeur. Mais on Mhm. voit déjà une couleur qui est assez soutenue, hein. Oui. Et donc là, le passage en fût, bien sûr, est là pour apporter justement ces couleurs un peu plus profondes. Mhm. En bouche, l'attaque est souple. Et après, en fait, on a une belle acidité qui revient avec une belle tension. Et on a un côté crémeux aussi qui arrive. Et on retrouve aussi les notes de fruits, de fleurs, et des notes aussi de pâtisserie en bouche. Et je trouve que la finale, elle est relevée par un côté épicé du poivre. Et ça lui donne du coup de la longueur en bouche. Oui, c'est vrai qu'on a. Moi, j'ai aussi ce côté, bien sûr, un peu relevé, hein. On a bien sûr là, un côté légèrement un peu toasté, beurré, Oui, amené aussi par le fût, hein. Côté brioché des levures. oui. Et derrière, je trouve une belle tension crayeuse. Et moi, j'ai même le côté un peu, tu sais, côté réglisse 44, donc le côté réglisse un peu ragifié, qu'on retrouve beaucoup dans les décoctions de craie pure. Tu vois, tu prends un morceau de craie en profondeur, hein, et tu le craques un peu, tu le mets dans l'eau, et souvent on a ces notes de réglisse 45, et généralement ça renseigne sur des craies qui sont non seulement très pures, mais justement qui sont vectrices de réduction. Et ça, c'est bon pour tenir les vins dans le temps, ça. D'accord. Et notamment pour les travails en fût. Hein, ce sont vraiment des craies parfaites pour ça. C'est vrai on retrouve des donuts de réglisse dans certains de nos. Oui. Ouais, ouais. Donc effectivement, moi aussi, hein, j'ai ce joli registre un peu pâtissier, hein. Oui. C'est ça qui est un peu séducteur, hein, qui nous amène vraiment Voilà, à aussi mettre le vin en bouche, hein. c'est ça. Et je sais pas ce que j'ai. C'est pas grave. Et d'ailleurs, ce côté un peu pamplemousse floral, Oui. eh bien, on a quelques notes de fruits un peu charnus, hein. On voit que le chardonnay est quand même bien mûr ici, hein. Oui. Quelques nuances exotiques, hein. Mhm. La pêche, l'ananas qui commence à pointer. Je pense que c'est aussi un vin qu'il faut laisser un peu respirer, hein. Oui, c'est Mais ça. en tout cas, par rapport au sans sulfite ajouté, Mhm. moi, j'aimerais dire un truc, hein, notamment à tous ceux qui nous écoutent, c'est que j'ai eu l'occasion de déguster beaucoup de vins avec sulfite, sans sulfite, etc. Et c'est vrai que tout le monde ne réussit pas à travailler sans sulfite, hein. C'est vraiment un travail très particulier, notamment sur les lits. Et il y a des parcelles aussi qui s'y prêtent, et d'autres un peu moins aussi, hein, il faut le dire, par rapport au temps notamment avant lequel on va lancer la cuvée sur le marché. Ça, c'est important de le signaler également. Et là, en tout cas, on a une précision qui est absolue dans le palais, hein. Oui. Euh, C'est et droit. ça, je pense que c'est, oui, tout à fait, hein. C'est le trait de caractère enfin, important de ce champagne. Je trouve que c'est le droit précis. Après, sur la vinification sans sulfite, le contrôle des températures est extrêmement important. Donc, on a des cuves thermorégulées, inox. Et ensuite, bien sûr, la sélection des grappes à une bonne maturité au niveau de la vendange est importante. Voilà. C'est bon. Et puis après, il faut voilà, avoir une très bonne hygiène de chai, faire attention au niveau des transferts. Bon, c'est de la précision après. Oui, je pense que ça, c'est la précision qui est ultime, hein, puisque très souvent, on a même des notes un petit peu, tu sais, céréales, etc. Donc le côté un peu résurgence aromatique des lits, hein, ce que tu n'as pas ici, tu vois. Mhm. Oui. Donc on a un tout petit peu d'air, mais c'est vraiment fait pour le bien du vin Mhm. et la tenue même aromatique du vin, hein. Et en bouche, en tout cas, on a un peu d'ampleur amené par le fût, mais c'est complètement cousu à l'aspect un peu plus franc, entendu de la craie. Et effectivement, ce côté bien mûr se fond bien en finale avec cette craie, ces agrumes, hein, qui pointent quand même, hein. Oui. Et on est vraiment sur une jolie cuvée gastronomique, hein. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de faire quelques plats ou des mariages heureux avec cette cuvée. Aussi, des carpaccio de cèpes, plateau de fruits de mer. En fait, oui, aussi bien mer que terre, on va dire.
Mais sinon, oui, des poissons. Voilà, j'en ai pas d'autres là. Les souris, Ouais, enfin, peut-être, oui. et ça donne effectivement déjà des bonnes idées, hein, le côté terre et mer, Bah, après, tout effectivement. les plats épicés, en fait, ça se marie bien. Ça dépend des épices, on va dire, mais une côté un peu épicé, une sauce poivrée. Ouais, le poivre, on peut jouer sur le côté cumin, la cardamome. On peut commencer à titiller un peu le curry doux, surtout pas le curry fort. Hein. Hein, ce champagne a un peu de mal là-dessus. Après, il faut aller sur les dosages, hein, donc c'est pas forcément ce qu'on recherche. Mais sur des currys doux, moi je le verrais bien hein, sur des petits currys doux de poisson. Et bon après tu parlais de champignons. Moi j'ai un accord que j'ai déjà réalisé, tu sais, tu prends un foie gras frais, donc un morceau de foie gras frais, Ouais, et tu fais des carpaccio de cèpe. Et les carpaccio de cèpe, en fait, tu les fais revenir à la poêle, hein, tu vois. d'accord. Tu les mets sur un linge absorbant, enfin sur un linge, sur un papier absorbant, et tu poses ton carpaccio de cèpe directement sur ton foie gras. Et tu dégustes comme ça. Et quand tu dégustes ton foie gras, en mastiquant, tu fais mélanger ton foie gras avec le cèpe, et avant d'avaler, tu prends ton champagne, et là, il se passe des choses absolument éblouissantes. Ça ouvre l'appétit, tout ça. Ah oui, oui, non, mais bon, après, effectivement, c'est un champagne, je pense qu'il gagne également à prendre un peu de température. Si on veut aller chercher de la volaille, tu vois, la Oui, volaille ou des poissons à chair un peu plus ferme, comme le Saint-Pierre. Hein. oui, d'accord. Ici, le Saint-Pierre, pourquoi pas le travailler? C'est l'été, c'est la période estivale. Pourquoi pas le travailler en papillote avec un petit peu de pamplemousse, tu vois. Donc ça, c'est le Mhm. côté frais. Et au moment du service, pour aller chercher le côté un peu plus canaille, gourmand, entre guillemets, eh bien pourquoi pas le servir avec un petit risotto parmesan ou aller chercher les premières girolles de l'été, tu vois. Oui, c'est ça, ouais, les girolles, ouais, Voilà. c'est ce qu'on a Là, déjà on est dans la saison, hein, donc c'est plaisir. Hein. Même après, sur les fromages, un comté de 24 mois, par exemple, en parmesan. Ah, quoi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. D'ailleurs, on pourra commencer même avec le parmesan. Hein. Oui, c'est Et vrai. je suis sûr que la profondeur du champagne permettrait même d'aller chercher des 40 mois d'affinage. Tu vois. D'accord. Je connais bien le parmesan et en fait, des bons parmesans, c'est pas trop salé en fait. Hein. Par contre, ça a des goûts assez puissants. C'est presque un peu comme de l'huile d'olive avec le côté ardent, tu vois. Oui, oui, Et justement, là, il nous faut des vins qui ont bien sûr beaucoup de franchise, mais qui ont quand même un joli gras. voilà. Et moi, je dis bravo, hein, parce qu'avec 500 bouteilles, si on prend le temps un peu d'en garder quelques-unes, je pense que dans quelques années, ça va être quelque chose d'assez merveilleux. Hein. Et notamment pour la gastronomie, vous êtes vraiment sur une cuvée hyper gastronomique. Hein. Oui, c'est ça. Oui. C'est ce qu'on voulait faire avec ce vin. Et tu vois, moi, maintenant qu'il est aéré un tout petit peu, depuis tout Mhm. à l'heure, je le fais tourner. J'ai fait partir un peu le côté fût. Et là, il y a le côté craie qui ressort, tu vois. On est un peu sur cette poussière de craie. Et on a vraiment une signature du terroir. Hein. Une signature de vigneronne, de vinification, Mhm. en totale correspondance avec la signature du terroir. Et ça, je trouve ça assez remarquable. Hein, lorsqu'on se lance sur les vins sans soufre, entre guillemets, ajoutés, de pouvoir garder cette influence. Ouais, de la parcelle, quoi. Ouais. Ouais, tout à fait. C'est pas donné à tout le monde, ça. Hein. Après, c'est vrai qu'au niveau des parcellaires, ce qu'on recherche, c'est à faire un des, enfin, on va dire des pépites, en fait, pour mettre en avant chaque parcelle. Et avec les bénis, en fait, on voulait aussi se dénoter donc par le côté sans sulfite, innovation, voilà, dans ce côté un peu pureté, côté droit du champagne, et aussi de se dénoter avec l'étiquette, voilà, que ça soit un visuel qui soit, on va dire, pur, Tu droit, as clair. raison. Hein, faut pas hésiter à remontrer des génies un peu si visuels qui peuvent paraître audacieux pour le champagne. Hein. Oui. Mais au contraire, hein, les vignerons, ils doivent aujourd'hui faire savoir à qui ils travaillent leur vigne Mhm. et, euh, et de mettre en avant leur terroir. C'est vraiment ce qui vous définit, vous caractérise. Hein. D'accord. Donc, Et ouais, faut après, être comment l'interpréter, bah, ça, ouais. c'est chaque vigneron qui le fait à sa sauce, à sa manière. Et je pense que ta sauce, c'est plutôt pas mal. Hein. Hein. Enfin, la tienne et celle de la famille, hein, bien sûr.
tout cas, je Quelqu'un pense dit que ça, c'est... en cave. Je Ouais, pense que c'est le but. Oui, c'est vrai, on nous a déjà fait la remarque. En fait, oui, on voulait créer une rupture avec les codes traditionnels, avec cette étiquette. là, c'est complètement réussi, hein. Après, je pense qu'il faut le servir autour de 10-12 degrés, pas plus, pas plus froid. Bah, honnêtement, vu le fond de vin qu'il y a derrière, ça n'est pas gênant d'aller chercher même, tu vois, moi j'ai pris un grand verre quand même, hein. Oui, d'accord. Ouais, j'ai pris un grand verre pour bien aérer. Je l'ai quand même servi un peu frais pour pour le faire sortir par sa craie, si tu veux. D'accord. Et je l'ai aéré depuis tout à l'heure, tu vois, je continue, hein, toujours, pour qu'il prenne de la température et pour le suivre au cours de son évolution. Et, euh, et je pense que au niveau même du vin clair, vous avez dû vous amuser, hein, sur la dégustation, hein. Voilà, ça représente pas beaucoup de fûts, hein. C'est une Bah, sélection j'imagine, hein, de fûts, ouais. j'imagine. Mais quand vous avez dégusté le vin clair, je pense que vous étiez déjà sur un grand vin blanc. Et Oui, un grand vin blanc tranquille, entre guillemets, donne un grand champagne, hein. c'est C'est ça. inévitable. C'est inévitable. C'est à lui. Et justement, ce côté un peu gourmand et iodé, hein, comme tu le disais, hein, le côté terre et mer conviendra parfaitement. Et le côté un peu lacté, l'univers lacté. C'est Tu as vrai. parlé des fromages, hein. Mhm. Bien évidemment, on est vraiment dans cet univers-là avec des pâtes pressées cuites ou des pâtes pressées non cuites même, hein. Par contre, là, il nous faut un peu d'affinage, parce que le champagne, il y a quand même du répandant, hein. Donc, mais bon, si vous avez une plancha, Oui, sortez quelques gambas, vous les snackez bien pour le côté grillé. N'hésitez pas à rajouter un petit peu de soit des copeaux de parmesan dessus, hein, pour le terrain mer, ça peut être assez sympa, ou des épices. On a parlé un peu du cumin, du curry doux, bien sûr. oui. Et essayez d'autres épices, hein. Le champagne a vraiment la profondeur pour les accueillir et les magnifier, hein. Bon, bah moi, je suis complètement hypnotisé, tu vois. Après, c'est vrai qu'on cherche à faire des vins basés sur la fraîcheur, l'élégance, mais aussi ce qui est important, c'est de faire des vins de partage. Et c'est vrai que ce vin-là, je trouve qu'il invite à enfin, c'est un vin de partage, je veux dire, et qu'il invite à la discussion. Enfin, il raconte une histoire. Donc, on a beaucoup Ouais, aimé. tout à fait. Bah, tu vois, on a parlé de Beru avec son importance historique. On a parlé de Beru avec ses atouts géologiques. Mhm. Cette crête très particulière, hein, qui est une crête quand même très blanche. Oui, Et voilà, des vignerons. Il n'y a pas quand même beaucoup de vignerons non plus à Beru, hein, donc il faut le signaler. Et il faut signaler également qu'à Beru, on produit des vins quand même qui sont entre guillemets audacieux, mais que l'audace réussie permet quand même de passer de très bons moments, comme je le passe, et j'espère que vous le passez, vous également, derrière l'écran. Et comme Fiona, j'espère le passer également, tout à hein. fait. Dans tous les cas, Fiona, un grand merci à toi Merci. d'avoir partagé cette belle cuvée qui s'appelle l'Ébénie, disponible où ça d'ailleurs? Alors, au domaine, hein. Au domaine, il faut venir à Beru. Ouais, les portes sont ouvertes de nouveau, on va dire. Ok. Et Euh, c'est une cuvée qui sort à quel prix public? on est à 50 euros. Ouais, qui je pense, a un prix convenable et correct pour ce type de cuvée, hein. Hein. Je pense que justement, les personnes qui iront vous voir vont peut-être comprendre, on n'en a pas trop parlé là, mais vont peut-être comprendre un peu le travail nécessaire, notamment pour sortir une cuvée comme ça, hein. Depuis le travail de choix du bois, bien sûr le choix de vendange, et le travail derrière pour maintenir une atmosphère qui permet justement de travailler sans souffle. C'est ça, en effet. Et il faut toujours aller voir les vignerons chez eux, toujours, toujours, toujours. Voilà. Non, après, on peut bien sûr nous retrouver chez nos cavistes partenaires, les restaurants, les bars, voilà, en France et à l'étranger. Ouais, donc ça, n'hésitez pas d'ailleurs, moi je le dis souvent, hein, appelez les vignerons pour savoir où ils sont distribués. Oui, Quelquefois, on ne sait pas si les gens sont pas de la Champagne, déjà de la Champagne, ils viennent pas tous, mais à l'extérieur, comme on trouve le champagne que l'on déguste, il faut pas hésiter, il faut appeler les vignerons
Et comme on le fait là en live, peut-être qu'ils nous accueilleront aussi de la même manière. En tout cas, les vignerons indépendants, on a toujours un très bon accueil, hein. Et de manière générale, en Champagne, vous savez, la Champagne est en train de bouger du côté de touristique. Et venez en Champagne, il y a des maires de vigne, il y a des vignerons comme les Champagnes Jacques Picard qui vous accueilleront et qui vous feront passer un excellent moment en Champagne. Tout à fait. Comme on dit, champagnez-vous, hein, et ben champagnons ensemble. Il y a un participant qui me demande si on sera présent au printemps 2021. Oh, au printemps des Champagnes. Attendez, Champagne. 2021. Moi, Oui, j'ai vécu. nous serons présents. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Venez au Et Printemps des Champagnes également. ok, oui. Et puis, un grand merci Fiona. Grand merci au Champagne Jacques Picard. La cuvée s'appelle Les Bénis. Je pense que c'est un nom exceptionnel pour un champagne, hein. Béni sois-tu, Champagne Jacques Picard, hein. Je vais dire même. Ok, allez, un gros bisou à tous. Vive la Champagne. Grand merci aux vignerons indépendants de Oui. Champagne. Et puis rendez-vous la semaine prochaine. Oui, bah, je tenais aussi à remercier Christine qui a mis en place, enfin Christine du Champagne Pio Sevillano, qui est à l'origine de ces lives et qui les a mis en place avec les vignerons indépendants. Voilà, je tenais à la remercier. Exactement. J'étais avec elle lors de la première et ça a été lancé sur une idée de Christine, hein, direct. Donc, ça donne l'occasion de lui faire un petit coucou et on l'embrasse bien fort. Bon, bah, Ok, rendez-vous la semaine prochaine du coup pour le prochain live avec un voilà. autre. Rendez-vous la semaine prochaine. Un autre lieu, un autre vigneron, une autre cuvée, un autre terroir, mais toujours en Champagne. C'est ça. Santé. Santé. Au Au revoir. revoir. Au revoir Fiona, merci. Merci à toi.